Bienvenue à tous dans un nouvel épisode du podcast d'Anywhere Uni. Alors ce soir, nous sommes avec Maim de Wake Forest University et on a de la chance, plusieurs fois ce soir puisque déjà on va pouvoir faire cet entretien en français, ce qui est assez rare avec les universités américaines. Et puis Maim non seulement travaille dans l'équipe de recrutement d'admission internationale de Wake Forest, mais il a également travaillé dans plusieurs universités dont Washington University in St. Louis and Northwestern. Donc, on va vraiment pouvoir profiter de toute son expérience des admissions universitaires américaines pour les étudiants internationaux. Bonsoir, Maim, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir avec vous. Juste un petit rectificatif. Si c'était aux États-Unis, on va dire même. Mais bon, vu qu'on parle français, on va utiliser le nom entier, on va faire maman. Maman, ok. C'est Ouais, bien que tu me le précises parce que avec Maman, on s'est déjà rencontré plusieurs fois à des conférences, etc. On ouais, parle en général en anglais puisqu'on est entouré yep. d'anglophones. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé la prononciation américaine. Pas de souci. Super. Donc, Mamo, est-ce que tu peux d'abord nous présenter un petit peu Wake Forest en quelques mots? Parce qu'aux États-Unis, Wake Forest, c'est une université qui est très connue, qui est très prestigieuse. Même dans les écoles américaines à l'international, je sais que les élèves connaissent bien. Nous, on travaille avec des élèves qui sont dans des lycées français surtout, ou des écoles bilingues ou IB, et peut-être qui n'ont pas entendu parler de Wake Forest University, qui est pourtant assez prestigieux. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ton université? Sure. Wake Forest est une université, je dirais, ce qu'on définit aussi aux États-Unis comme une liberal arts university. Donc, c'est un peu une université qui a un concept assez différent des autres. C'est une université qui est beaucoup plus focus sur tout ce qui est humanities, donc les humanités, la science, l'ingénierie et tout en même temps, en fait. Et donc, on ne force pas l'étudiant quand il apply ou quand ils sont inscrits à l'université à se pencher directement sur un major. C'est une université qui est dans le North Carolina, dans une ville qui s'appelle Winston-Salem. Et donc, nous sommes à 1 heure de la plus grande ville qui est Charlotte. Donc, si vous êtes fan de basketball, de football ou de même de MLS, nous sommes à 1 heure de Charlotte et c'est une ville assez calme. Winston-Salem a à peu près, je dirais, 400 à 500 000 habitants, donc assez petite ville. Et Wake Forest est l'attraction principale de la ville, je dirais. Donc, une ville assez calme où les étudiants sont obligés de vivre dans le campus au moins les 3 premières années. Et après la dernière année, ils ont le choix de trouver un appartement off-campus, comme on dit, ou rester dans le campus, même si le logement est garanti pendant 4 ans pour le bachelor. Et donc, c'est une université, comme je disais, liberal arts, avec des majors les plus euh, connus. Peut-être c'est l'école de business. Qui est dans le top 10 ou dans le top 15 des meilleures écoles de business aux États-Unis, côté undergrad, donc au niveau bachelor. Mhm. Et après, mais ce qui est assez, je dirais, impressionnant, c'est l'opportunité, en fait, d'étudier non seulement pas seulement le business, mais aussi rajouter d'autres majors. C'est ce qu'on appelle le double majoring ou triple major, if you want. Il y a aussi l'opportunité de faire du major et de minor, c'est-à-dire faire le business et aussi apprendre ce qu'on appelle peut-être something in engineering ou bien de l'art ou bien de la literature or something like that. Et donc, voilà, c'est l'ADN de la Liberal Arts University, quelque part où vous venez avec l'option de découvrir d'abord avant de se focus sur un Mhm. sujet bien précis. Donc, tous les élèves sont undeclared quand ils posent leur candidature, c'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas de major et vous n'avez pas une School of Engineering ou une School of Business. Les élèves peuvent vraiment faire une double major potentiellement en ingénierie et en, je sais pas, sociologie ou en Yeah. business et en autre chose, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et la seule école qu'on a côté Andhra, c'est l'école de business parce qu'ils sont super famous aux États-Unis.
Ok. Mais à part l'école de business, ouais, l'étudiant peut apply à l'université en étant un declare. Mais aussi, ils peuvent apply en étant psychology, sociology, history, mais D'accord. tout en sachant que c'est pas acté en tant que tel. Donc, ils ont aussi jusqu'à la fin de la deuxième année pour changer les majors plusieurs fois et officialiser avec leur advisor le major qu'ils viennent de choisir. Donc, ils ont 4 semestres, c'est-à-dire les deux premières années, pour enfin choisir et dire, OK, c'est bon, après les 4 semestres, je décide de poursuivre mon bachelor en X major ou Y major, you know. Hmm. So, il y a le temps, ils peuvent dire à partir de leurs intérêts, dès maintenant, qu'ils veulent apply en tant que business or sociology or history, mais c'est pas acté tant qu'ils ont pas signé le document à la fin de la deuxième année avec leur advisor. Et ça, effectivement, c'est très différent de ce qu'on peut voir dans les universités en Europe. C'est vraiment l'expérience américaine avec cette flexibilité dont on entend parfois parler. Là, c'est complètement le cas de manière très claire à Wake Forest. Ouais, ouais, et voilà, ils ont l'opportunité de venir avec cette idée de, voilà, j'ai un bac L, j'ai un bac S, je veux faire je ne peux que faire des études côté humanité ou côté sciences, mais si, voilà, tout est ouvert, vous venez, vous choisissez ce que vous voulez, et voilà, quoi. Ça, je pense que c'est un argument de poids, parce qu'effectivement, il y a toujours cette pression avec les nouveaux systèmes de spécialité. Est-ce que j'ai choisi la bonne spécialité? J'ai arrêté trop tôt, etc. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que l'élève peut être accepté à Wake Forest. Est-ce que ça veut dire qu'après, il y aura potentiellement des cours de rattrapage en maths ou pour accéder à certains cours? Ou à partir du moment où on est étudiant de l'université, on peut rentrer dans le premier niveau à n'importe quel major? Donc, l'étudiant est accepté avec un certain niveau, disons. Donc, Mm. si l'étudiant, par exemple, dit qu'il veut venir à Wake Forest pour étudier engineering, c'est sûr que l'étudiant sera accepté avec au moins un niveau de Calculus 1, Mm. right? Mm. Un niveau assez moyen de maths terminal, je dirais, Mm. quoi. Mm. Et après, s'il veut changer de engineering à business, donc c'est possible. Mais parfois, c'est un peu dur aussi de Oui. déclarer qu'ils veulent venir en art or history et après vouloir transférer un côté engineering. C'est un peu dur parce que l'application au début n'a pas été évaluée avec les conditions de mathématiques et de physique C'est et ça. de biology, right? Mais ouais, dès que l'étudiant est admis à l'université, maintenant, tout est ouvert. Tous les majors, tous les minors sont Mm. ouverts et ils ont l'opportunité de choisir ce qu'ils veulent. Ouais. Ok. Et alors, c'est quoi la proportion, déjà, c'est quoi la taille en termes de nombre de undergraduate students, d'étudiants de premier cycle à Wake Forest, et c'est quoi la taille de votre population d'étudiants internationaux? Là, nous sommes à plus de 5000 étudiants côté undergrad, Mhm. un peu plus de 5000, je dirais, un peu moins de 5500. Et côté international, nous sommes à entre 9 et 10% pour cette année D'accord. d'étudiants internationaux avec une assez grande population d'étudiants venant de Chine, d'Inde et en troisième, nous avons en ballottage la Brésil, la Corée du Sud et quelques étudiants qui nous viennent de Londres, beaucoup plus de Londres que d'autres parties du Royaume-Uni. Et voilà, donc Chine, Inde, Brésil, Corée et en UK. Ok. Et alors, qu'est-ce qui peut... Là, tu nous as donné déjà pas mal d'arguments, hein. Bon, le coin, déjà, qui est super sympa. Vivre aux États-Unis, c'est quand même un coin super aux États-Unis. La ville de Charlotte, qui est pas loin. Cette ville universitaire où l'université voilà, enfin, la ville vibre au rythme de l'université. Et puis, donc, Ouais. cette vraie expérience de liberal arts, cette business school aussi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce que c'est vrai que les étudiants internationaux, parfois, on a du mal, nous, en tant que conseillers, à les faire regarder autre chose que ce qu'ils connaissent. Et Ouais. ils connaissent Ouais. 10, 15, 20 noms. Wake Forest aux États-Unis, voilà, vous faites partie des tops et des plus sélectives, mais le fait qu'ils aient pas entendu votre nom, comment est-ce qu'on peut passer le message de bah, regarde cette université-là, elle peut être très intéressante pour toi. Je dirais d'abord la qualité académique, donc ce qui est offert en fonction de major que l'étudiant veut choisir. Donc tout ce qui est
le concept de liberal arts pour moi est assez unique et je Mm. pense que juste le fait de venir et de dire que j'ai la possibilité de choisir d'avoir l'expérience dans plusieurs majors and minors, c'est quelque chose d'assez unique. Mais je dirais aussi que bon, Wake Forest aussi est connu à travers le sport. Hein. Et le Ok. sport universitaire aux États-Unis est super célèbre et Wake Forest est connu avec le basket, avec le football américain, surtout le baseball. Des gens de la NBA comme Chris Paul ou Tim Duncan sont issus de Wake Forest. Côté foot aussi, il y a euh, Jack Harrison qui joue à Everton. Donc, il y a beaucoup d'athlètes qui sont sortis de l'université de Wake Forest. Donc, le sport influe sur la vie sociale de l'université aussi. Les couleurs sont représentées partout. Les étudiants sont en club et vont à tous les matchs de basket, de foot et de baseball, et ainsi de suite. Et voilà quoi. Donc, c'est vraiment une communion parfois entre l'université et la ville. Tout le monde aux couleurs de Wake Forest. Et comme on dit, c'est la plus petite université dans notre division, mais c'est l'équipe qui fait le plus de bruit parce que voilà, c'est toute la ville en fait qui sort quand il y a un match et tout. Et voilà, et ils ramènent cette énergie au stade avec eux. Donc, C'est en quelle, vous avez différentes divisions ou c'est quelle division NCAA? NCAA Division One. Division Donc, One. Ok. ouais, donc et nous sommes dans la même division que Duke University, University of Mm. North Carolina, Stanford University. Et donc, voilà, il y a de la compétition, mais voilà, quoi. Wake Forest est assez connu aussi au côté sport. Donc, ils ont, ils ont mis beaucoup d'argent. Je dirais même des millions et des millions de dollars côté infrastructure Mm. sportive pour aussi ramener beaucoup d'athlètes. On a des étudiants qui se préparent pour les Jeux de Paris. On a des étudiants qui sont retenus par les équipes nationales pour tout ce qui est compétition internationale et tout ça. Donc, voilà. Et que le côté sport est aussi bien présent à Wake Forest et tout de même le côté académique aussi. Et voilà, quoi. Donc, c'est un mix de fun and work, like I said, comme j'aime dire aux étudiants américains, c'est work hard, play hard. Quand il y a des temps académique, franchement, c'est assez rigoureux. It's very rigorous. Et quand il s'agit de faire des activités, d'avoir des concerts dans l'université ou bien des œuvres caritatives à travers tout ce qui est dance marathon et tout ça aussi, les étudiants sont présents. Et donc, ça devient une famille en fait parce que, ils vivent tous ensemble dans la même communauté pendant 3 ans. Et de deux, ils viennent de partout, donc ils sont tous un peu perdus. Et voilà, quoi. Maintenant, il faut trouver comment vivre, survivre cette expérience ensemble et ils le font bien chaque année. Ouais, ouais, non, j'encourage toujours les élèves à explorer ce type d'université aussi. Parfois, ils peuvent venir de grandes villes et se dire, ouais, je veux revenir dans une grande ville. Mais l'expérience un peu d'une ville plus petite ou d'un vrai campus, là, tu dis 3 ans, les étudiants sont tous résidents sur le campus. Ça forge des amitiés, ça fait un lien qui est Ouais. difficile à reproduire ailleurs. Yep. Ouais, c'est sûr parce qu'en fait, voilà, déjà, on a quoi, 10% international, 10% d'étudiants qui viennent de North Carolina et tout le reste, c'est les États-Unis. Chaque État est représenté, New York, Texas, Florida, et donc ces mentalités, ces clubs qui se créent maintenant dans l'université, tout ça dicte la vie sociale de l'université. Donc, venir dans ce genre d'environnement, c'est aussi être ouvert à apprendre, être ouvert à découvrir de nouvelles choses. C'est pas facile, mais ce que je dis aux étudiants internationaux, c'est que de la même façon que vous venez de notre pays, ces étudiants aussi viennent d'autres États et ils ne sont jamais venus à North Carolina. Vous êtes dans le même sac et peut-être que en degré moindre parce que les étudiants internationaux, au moins, ils arrivent dans le campus peut-être une semaine, peut-être 4 ou 5 jours avant les étudiants, comme on les appelle, domestiques. C'est ça. Et voilà, quoi. Peut-être ils ont aussi plus de chances de connaître l'université même avant que les autres n'arrivent. Donc, mais c'est une expérience assez unique de vivre ici pendant 3 ans avec
une communauté et voilà. Et la plupart des étudiants vont rester pour la quatrième année Mm. et ensuite, ouais, des liens se lient, beaucoup d'amitié et ils vivent ensemble encore après avoir gradué à Charlotte, à New York, quand ils auront des boulots et tout ça. Et oui, ça, c'est très important de le dire, ça, que finalement, vous avez des élèves qui viennent de partout les États-Unis. C'est pas une université locale où, entre guillemets, on n'a que des gens qui ont grandi sur place. Non, on a que 8 à 10% d'étudiants qui viennent de tout l'État de North Carolina. Tout le Ok. reste, c'est les 50 États des États-Unis. Je pense qu'on a beaucoup plus d'étudiants qui viennent de Texas, New York, Florida, même qui viennent de ces États que North Carolina et les alentours combinés. Donc, voilà, c'est beaucoup plus de diversity Mm. côté État, côté représentation géographique. Ouais. Super. Et donc, tu nous disais, après, finalement, donc, grâce à ces liens, ils vont peut-être s'installer ensemble et même faire une colocation, par exemple, à New York. C'est aussi une des raisons parfois où les élèves regardent les grandes villes parce qu'ils se disent, c'est là où je vais pouvoir avoir les stages qu'il faut, avoir le réseau qu'il faut, démarrer ma carrière, etc. Comment une université comme Wake Forest arrive à soutenir ses étudiants ou en tout cas est connectée suffisamment avec des grandes entreprises, etc., pour que leur insertion professionnelle, voilà, pour les rassurer à ce niveau-là, parce que ça, parfois ça Ouais. les inquiète d'être mis dans. Et c'est très important, c'est très normal de s'inquiéter par rapport à ça. Dans chaque université où je suis passé, il y a eu ce genre d'office, ce genre de bureau qui s'occupe de l'orientation des étudiants au niveau professionnel. Et c'est le cas ici à Wake Forest. Et on a quelque chose qu'on appelle le OPCD, c'est le Office of Personal Office of Personal and Career Development, right? Et donc, c'est tout ce qui est orientation professionnelle, côté stage. Et ça commence dès la première année. Dès que l'étudiant donne son information et entre en contact avec le bureau, ils peuvent aider avec tout ce qui est CV, tout ce qui est lettre de motivation. Si vous voulez aller en interview à New York, par exemple, et vous n'avez pas l'argent pour le billet d'avion, ils peuvent vous payer le billet d'avion. Au revoir. Et ouais, ils peuvent vous mettre en contact avec les Wake Forest alumni qui vivent là-bas. Ouais. Et chaque année, chaque semestre plutôt, ils organisent un career fair. Et les grandes compagnies, tout ce qui est Google, Microsoft, Dell, les consulting firms comme KPMG et Accenture and all those guys, ils viennent à Wake Forest pour recruter pour des stages, pour des jobs de fin d'études. Et donc, ils sont tout le temps présents dans le campus aussi. À travers les invitations, ils viennent, ils sélectent des étudiants et ils font des interviews on the spot et ils peuvent offrir des jobs et des stages aux étudiants le même jour. Et donc, tout ça, c'est à cause aussi, c'est grâce à, je dirais, le réseau alumni de Wake Forest qui est assez puissant côté États-Unis au moins. Mm. Et donc, voilà, dès que vous êtes en contact avec ce bureau et vous mettront en contact avec les alumni avec qui vous voulez parler, et aussi, il y a beaucoup d'events qui s'organisent dans le campus, en dehors du campus, ou bien dans certains États où des alumni sont présents et prêts à prendre vos contacts et recruter côté stage et côté job de fin d'études. Ouais. Mm. Et ça, je pense que plus en fait l'expérience étudiante est forte et donc de ce type de campus où les étudiants vivent ensemble, plus les élèves en partant, ils ont un souvenir mémorable entre guillemets de leur expérience et donc du coup plus le réseau d'alumni est fort, investi, engagé, a envie de revenir sur le campus. Et donc voilà, moi je dis souvent ça aux étudiants pour les rassurer quand ils considèrent des universités qui peuvent être un peu plus loin des grandes métropoles. Et voilà, donc c'est exactement ce que tu disais, là, donc c'est super de t'entendre dire ça. Ok. Et pour les étudiants internationaux, alors je sais que c'est difficile de traquer, entre guillemets, le suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe derrière après. Actuellement aux États-Unis, c'est un visa de 1 an qu'ils ont, sauf pour certains domaines, pour pouvoir rester. Et est-ce que Ouais. vous savez un petit peu le pourcentage ou le kit d'étudiants qui arrivent à rester, à démarrer, à faire leur carrière sur place, ou il faut plutôt qu'ils se disent, bah, c'est mes études, et puis après, pour ma carrière, il faudra que j'aille ailleurs. Qu'est-ce que tu dirais? Bon, je n'ai pas de chiffre exact, mais je dirais quand même que la plupart de nos étudiants internationaux, avant même d'arriver, dès que nous voyageons dans le pays pour les rencontrer, la première question, c'est d'habitude, bon, ces 2, 3 dernières années, c'est est-ce que c'est un diplôme STEM? Parce que c'est le diplôme qui leur permet
d'avoir au moins 2 ans de plus sur leur visa après le graduation. C'est ça. Ouais, ils ont peut-être l'option de faire avec le OPT 1 an ou 2 ans après le graduation. Et je dirais, bon, j'utiliserai mon expérience personnelle et Mm. bon, de mes amis avec qui j'ai étudié ici aux États-Unis qui sont restés. La majorité sont retournés à l'école pour un master's ou un PhD et d'autres ont eu la chance d'être sponsorisés par de grandes boîtes comme PwC, EY, KPMG, ce genre de boîtes de consulting ou d'accounting. Mhm. Et certains, bien sûr, sont rentrés au pays. Donc, ça dépend. Ça dépend du major, ça dépend du Mm. minor, ça dépend du niveau de connexion de l'étudiant. Vous avez 4 ans pour franchement établir un très bon réseau Mhm. de personnes, de professeurs, d'alumni et de personnes dans l'université qui pourront vous aider après les 4 premières années. Et ce n'est pas que les études. Les études aux États-Unis, c'est tout un ensemble de choses, en fait. C'est une préparation pour la vie professionnelle en même temps. Et donc, il vous pousse à network, à connect avec les gens et garder un carnet d'adresses assez bien garni, quoi. Et donc, je vous voyais déjà ici, les étudiants en première année, ils ont un compte LinkedIn, ils sont très actifs. Et ils n'ont pas peur d'envoyer des messages aux CEO et directeurs d'entreprise. Tout ça parce que c'est la culture américaine qui pousse à interagir avec des gens et créer un carnet d'adresses aussi pour plus tard, après Mm. les 4 premières années pour les étudiants internationaux, se dire que voilà, bon, je vais essayer d'avoir un message à Monsieur X ou Madame X et voir s'il y a quelque chose possible pour moi. Et on ne sait jamais en fait, tout est possible avec le contact qu'on a Mm. établi Et, quelques années auparavant. et tu sais de quoi tu parles, puisque toi, t'es pas originaire des États-Unis et tu as été étudiant international. Et là, tu fais ta carrière depuis plusieurs années bien installée aux États-Unis. Bah ouais, pareil pour moi et mes amis à l'université, voilà, c'était beaucoup plus, voilà, comment faire pour moi. Mm. J'ai eu la chance que je m'en suis sorti bien avant le graduation parce que j'ai eu ma green card early, Ok. mais tous mes potes qui ont fini l'université après les 4 premières années, certains sont retournés à l'université pour le master, mais d'autres, voilà, quoi, c'est grâce au contact et grâce au Career Fair où ils ont participé, qu'ils ont eu le job et maintenant, beaucoup d'entre eux ont un visa qui leur permet de bosser aux États-Unis ou un green card. C'est très possible en fait. Et voilà, si je l'ai fait, si mes potes l'ont fait à partir du Missouri, dans une petite ville, Mm. c'est beaucoup plus facile dans d'autres villes et d'autres États aussi. Donc, c'est très important aussi d'avoir un réseau assez bien établi aussi. Ouais. Tout à fait. Non, non, et c'est pour ça qu'il faut encourager les élèves à mûrir vite et dès qu'ils arrivent à l'université, de profiter pleinement de l'expérience et pas de se réveiller fin de troisième année, début de quatrième année en se disant, bah tiens, je suis resté dans ma chambre, parce qu'effectivement, ça aide pas à convertir l'essai après. Exactly. Ok. Alors super. Enfin, l'élément qui est souvent compliqué quand on parle des États-Unis pour les étudiants internationaux, c'est les frais de scolarité. C'est évidemment une question qui est pour la plupart des élèves importante et de regarder un petit peu le rapport qualité-prix, etc. Évidemment, c'est des questions qui se posent. Quels sont à peu près les frais de scolarité à Wake Forest et quels sont les leviers pour des étudiants qui ne seraient pas américains pour essayer de réduire un peu la facture? Je pense que c'est une question qu'on me pose tous les jours. Ah ouais. Bon, je vais parler d'abord de Wake Forest et après je vais parler dans le cadre général. Ouais, Pour Wake Forest, nous sommes en ce moment, je pense, à 87 000 $ l'année. tout Et compris, hein. Tout compris. tout Donc, compris. c'est pas juste les frais de scolarité, c'est le logement, c'est tout, 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 tout. Le whole Voilà, package. exactly, the whole package. Les frais de scolarité sont entre 60 65 000 et le Mm, reste, ça sera une estimation tout dépend de la chambre que vous c'est ça. choisissez, Mm, du plan côté repas, parce que c'est un plan qu'on choisit, c'est une carte avec 3 à 4 repas ou des repas illimités par jour. Et donc, mhm, on a fait une estimation. Il y a aussi une estimation de l'assurance santé. Ils ont fait l'estimation de au moins un billet d'avion aller-retour
de $1 500, je pense. Et donc, tout ça vous donne entre 87 et 90 000 dollars. D'accord. Après ça, c'est le prix pour tout le monde. On n'a pas de prix in-state or out Oui, of state. c'est une école privée, donc du coup, c'est tout le monde à la même enseigne. Voilà. Et maintenant, je pense que tout ce qui est scholarship, tout ce qui est bourse étudiante pour les étudiants internationaux, varie en fait des universités. À Wake Forest, c'est un peu différent parce que ils ne font pas la différence entre étudiants internationaux et étudiants domestiques, right? C'est une bonne nouvelle pour les Ici, étudiants internationaux. voilà, mais c'est très compétitif en fait. Donc ici, ils ont des scholarships, mais c'est très compétitif parce qu'ils mettent tous dans le même sac. Et donc c'est à moi, par exemple, en charge de tout ce qui est international, de dire, bon, je pense que cet étudiant peut faire l'affaire et on doit lui donner peut-être, the full ride, for example. Et Et là, tu donc, parles, juste pour bien clarifier, tu parles de financial aid sur le need-based, sur par rapport aux besoins financiers exprimés par la famille, ou sur vraiment du merit scholarship. là c'est du merit-based. Donc, Wake Ok, Forest n'a pas de need-based. Donc, Wake d'accord. Forest, en fait, ne compte pas, si la famille ne peut pas subvenir aux besoins de l'étudiant, Mhm. l'étudiant ne sera potentiellement peut-être pas admis à Wake Forest pour Ok. le moment. Pour le Mhm. moment. C'est un truc que j'espère changera bientôt. Mais pour le moment, on n'est pas dans le need-based que le merit-based. Donc, Ok. merit-based veut dire, donc, on regarde vos transcripts, vos bulletins de notes et tout ça. Et à partir de ça, on peut faire une décision et dire que voilà, cet élève est extraordinaire côté académique. Mais il y a d'autres scholarships qui ne dépendent pas que du bulletin de notes, qui dépendent de ce qu'on appelle le leadership and character, Ah, ok, super. ou bien du fit, ou bien si vous êtes par exemple first generation, donc le premier de votre famille à aller à l'université. Donc, il y a des scholarships qui sont un peu spéciales et mis de côté pour ce genre d'étudiants-là. Et donc, bon, vous le savez autant que moi que l'application de l'université n'est pas juste le transcript, il y a le essai, il y a le extracurricular activity. Et donc, tout ça nous permet en fait d'arriver à la conclusion de, voilà, je pense que cet étudiant peut bien faire, peut réussir ici à l'université et on fera de sorte que l'étudiant reçoive euh, le full tuition sometimes, ou bien parfois on peut juste faire le tuition et l'étudiant va couvrir tout ce qui est room and board, donc la Oui. chambre et tout ça. Et donc voilà, donc ça dépend. Pour le moment, Wake Forest est juste sur le côté merit-based, but not need-based, right? Ok. Après, côté général, voilà, il y a plein d'universités, bon, je dirais pas plein, il y a d'autres universités qui sont aussi dans le côté need-based. J'ai eu comme tu as dit, j'ai eu à bosser avec Northwestern, for example. Mhm. Et eux, là-bas, voilà, they meet 100% of demonstrated need. So, Même pour les 100%, étudiants internationaux. même pour les étudiants internationaux. Et donc, mais bon, c'est une université sélective avec quoi, 5% d'admit rate aussi. Mhm. C'est très difficile d'y entrer, mais au moins, l'étudiant, le besoin financier de la famille est pris en charge. Et donc, dès que l'étudiant apply là-bas, il peut se permettre de request a scholarship 100% et pendant 4 ans. Donc, faudra faire les recherches côté need-based et voir les universités qui offrent les scholarships de ce genre. Et de votre côté, il faut le demander, ce scholarship, ou c'est vraiment vous qui décidez sur la base des candidatures, c'est cadeau ici et là, et c'est la surprise pour les élèves? En fait, ouais, on peut dire ça. On a une date priorité et c'est le 15 D'accord. novembre. Et donc, si l'étudiant apply early or regular, as long as ils submit les applications avant le 15 novembre ou par la date du 15 novembre, ils seront automatiquement considérés pour ces scholarships. Et donc, ça devient comme une surprise, ouais, de dire, ouais, on a pris étudiant tel et on va l'appeler pour dire que voilà, vous avez reçu le scholarship, ouais. Ok, super. Alors, tu as déjà commencé à mentionner pas mal d'éléments sur les admissions, hein. C'est toujours le cœur du sujet, how to get in.
Et effectivement, aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus d'éléments. Tu parlais d'early plan pour candidater. On va d'abord parler un petit peu des tests. Pour un étudiant international, est-ce qu'il y a des tests à passer? Est-ce qu'il y a un test d'anglais à passer? Si oui, quels tests sont acceptés? Quel score à peu près il faudrait viser? Est-ce que le SAT est nécessaire? Est-ce qu'il est conseillé? Qu'est-ce que tu nous dirais sur les tests? À Wake Forest, je vais commencer par Hmm. les SAT et ACT. À Wake Forest, on est test optional, donc c'est au choix de l'étudiant de soumettre les tests de ACT ou de SAT. Et on est un test optional depuis plus de 15 ans, donc même avant le Avant le COVID. Covid, d'accord. Avant, voilà, Vous êtes des donc vrais, quoi. voilà, elle est vraie, c'est rien de nouveau et je pense pas que ça va changer. Vous n'allez pas retourner votre Et veste demain. voilà, comme le font certains. C'est ça. Mais je dirais aussi, côté English Proficiency, on accepte tous les tests. Donc, Initial View, TOEFL, le IELTS, et tous les tests de proficiency available, on accepte pour avoir quand même une idée du niveau d'anglais de l'étudiant. Mhm. Et donc, Euh, sur un IELTS, par exemple, c'est quoi? Vous avez un score particulier qu'il faut atteindre, 6,5, 7, ou il n'y a pas forcément de score Euh, je- il n'y a pas de score qui est mentionné, mais je hmm. dirais quand même que ça dépend des pays, en fait. Ça dépend Hmm. des pays et des contextes et des Oui, académiques de oui, l'étudiant. tout à Mais fait. je dirais quand même qu'un 7, c'est assez solide. Un 6-5, on peut discuter aussi. Ouais. Voilà, quoi. Donc, ça dépend aussi du niveau. On peut comparer le score aussi parfois au niveau d'écriture de l'essai et tout ça et voir si ça make sense. Mais tout dépend un peu des pays, mais bon, entre un 6 et un 7, ouais. OK. Et alors, sur le côté académique par rapport au SAT, puisque vous êtes une vraie école test optional, alors peut-être que c'est pas la même situation dans toutes les universités, mais les élèves en tant qu'étudiant international, qui, par exemple candidate d'une école que vous connaissez pas, voilà, d'une ville où vous n'avez pas beaucoup de candidats, une école où vous avez peut-être jamais eu d'applicants, vous recevez leurs bulletins, les transcripts de cette école-là. Est-ce que avoir un SAT, ça vient élever un petit peu le niveau de confiance sur les notes qui sont présentes dans les bulletins? Est-ce que ça peut aider une candidature? Ou est-ce que ce soit là ou pas, vraiment, ça ne change absolument rien euh, pour les élèves? Euh, bon, je vais pas dire non, mais je dirais ouais un peu. Je dirais un peu parce que si je compare je sais pas, un étudiant qui vient de bon, une ville que je connais, qui vient d'Aurillac en Auvergne, Ok. où on reçoit pas d'étudiants Mhm. souvent, et comparé à un élève qui vient de, je sais pas, d'American School of Paris, Ouais. c'est un peu différent, tu vois. On a des applicants de Paris, Chaque on année, a c'est des ça. Ouais. applicants, voilà, chaque année, voilà. Mm. Et donc, ouais, si l'autre étudiant peut submettre des tests qui peuvent booster son application, on dirait pas non. Mais d'habitude, ouais, ce serait beaucoup plus facile parce que sinon, on serait obligé d'envoyer un message au counselor, de Mm. poser deux, trois, quatre questions par rapport à l'étudiant, essayer de compléter l'application nous-mêmes et ça prend beaucoup de temps. Et Mhm. donc, ouais, si le travail peut se faire en amont, ben ouais, on dira pas. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est toujours il faut que les élèves évaluent. Mais voilà, mais je Euh, pense que pour les étudiants internationaux, c'est un peu différent. Par exemple, cet étudiant peut se dire, bon, je vais pas submettre le SAT ou le ACT, mais je vais rajouter un autre essai, mais je vais rajouter par rapport à ma vie, par rapport à ma situation personnelle, par rapport à ma ville ou mon pays. Et c'est pas le test en tant que tel, mais beaucoup plus le contexte. Contexte, c'est ça. Mais c'est ça. Ça On vient. connaît pas, C'est ça. voilà. Mm. C'est ce que tu disais là, c'est ça. C'est que c'est sur un high school que vous connaissez bien, vous connaissez le contexte, vous avez déjà eu des élèves, vous savez quand ils viennent d'ailleurs. Ça, c'est pas forcément un SAT. Un SAT peut venir effectivement euh, clarifier les choses sur le niveau académique, mais le Exactly. contexte peut être amené d'une manière différente. Ok, super. Exactly. Yes. Ok, au niveau des choix de spécialité, du coup, je ne sais pas si tu as des bacheliers français de temps en temps qui candidatent chez vous, ou IB. Hein, donc,
on t'a parlé tout à l'heure des majors, etc. Donc, est-ce qu'on peut candidater vraiment en undeclared ou il faut quand même mentionner une major qui nous intéresse plus qu'une autre? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a des high level particuliers? Est-ce qu'il y a des conseils, en tout cas, de garder les maths jusqu'au bout, si possible? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Deux questions très importantes. Yes, l'étudiant peut apply undeclared, mais il faudra vraiment montrer le niveau de undeclared. C'est-à-dire, undeclared ne veut pas dire je sais pas ce que je vais faire, voilà, j'envoie juste. Non, undeclared pour nous, c'est beaucoup plus j'ai tellement d'intérêt, côté maths, D'accord. côté finance, côté business, et voilà, j'arrive pas à faire un choix tout de suite, mais je sais que je suis un peu entre ces trois, ces deux, Hmm. ces quatre majors, right? Donc, undeclared, voilà, faut vraiment être undeclared, really undeclared, et pas, voilà quoi, Pas j'envoie juste. undecisive. Exactly, exactly, thank you. Et l'autre question côté IB, côté les classes qu'il faut prendre, vous savez, parfois on a les étudiants qui envoient ce genre de mail, je veux faire finance, mais, ou bien je veux faire business, je veux faire STEM, mais est-ce que ça suffit après je dois juste le prendre le maths SL AI, en yeah. dernière année. Ouais. Voilà, non, je dirais non. Je dirais tout de suite, si vous êtes côté STEM, tout ce qui est maths, finance, business, engineering, please, 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 at least, essayez d'atteindre le niveau de maths le plus élevé possible. Il y a une phrase que mes collègues côté admission aiment dire, c'est um, take the most rigorous class Yeah. offered, right? Prenez la classe, le plus élevé, la plus élevée possible pour avant d'apply parce que, voilà, si vous voulez apply business et que votre niveau de maths ou de physique ou de biologie côté pre-med n'est pas élevé, bah, vous ne ferez pas le poids. Et le problème, c'est que ce genre d'universités ne sont pas dans la préparation. We expect that you come ready, right? Hmm. Nous expectons que nous attendons en fait à ce que vous arriviez ici et que vous soyez prêts à compétir en classe avec les étudiants américains qui ont Hmm. pris le même cours ici. Et donc, que ça soit une classe de maths en terminale ou bien une classe de maths en IB, essayer de prendre le niveau le plus élevé et après, nous, côté évaluation, on fera notre boulot tout en sachant que, par exemple, le bac français ou bien le BFI ou bien l'IB, Hmm. et chaque programme a ses réalités. On essaiera de juger en fonction de nos connaissances de ces programmes. D'accord. Non, bah, ça, c'est un bon conseil pour ce côté de regarder les cours un peu exigeants et puis aussi le fait qu'il faut qu'il y ait quand même un alignement Yeah, entre le niveau des élèves dans différents niveaux académiques, enfin différents domaines académiques par rapport à ce qu'ils veulent étudier. C'est aussi pour leur bien et pour leur réussite après. Donc c'est logique si un élève a peur des maths et qu'il va faire de la finance, bah, peut-être qu'il faut qu'il questionne un petit peu son choix d'orientation. exact. Yep, yep. Ok. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais, on arrive sur la fin, qu'est-ce que tu conseillerais à des élèves qui sont en high school, qui sont en grade 9, grade 10, grade 11 et qui pensent aux États-Unis, à des liberal arts college ou à Wake Forest et ce type d'institution? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, on a vu que sur le côté académique, prendre des cours rigoureux, avoir des bons résultats, c'était important. Maîtriser l'anglais également. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Voilà, qu'est-ce qui pour augmenter leurs chances d'admission et faciliter la transition après quand ils arrivent dans ce type d'école? Moi, je dirais commencer à être en contact dès maintenant avec les universités, en fait. Et beaucoup d'universités ont des programmes virtuels où ils peuvent soit faire des webinaires comme ça qu'on peut regarder côté YouTube ou bien sur le site de l'université. Chaque université a le nom et l'email adresse et le téléphone de la personne qui s'occupe de votre pays. Essayez de connaître cette personne, envoyez un mail. Bon, pas tout le temps aussi, mais envoyez un mail quand vous êtes en ninth grade ou 10th grade, peut-être une fois, deux fois l'année. Et quand vous arrivez au niveau 11th grade, commencez à envoyer des emails
assez professionnel un peu, savoir se présenter professionnellement à quelqu'un qui bosse dans une université, savoir dire partager vos intérêts côté académique, mais aussi euh, savoir vous présenter aussi un peu. Je dirais que c'est important. Et aussi, si vous avez la chance de venir aux États-Unis, ben, visitez le campus. Mhm. Ce n'est pas obligé, mais je pense que ça peut donner une idée de ce qu'on peut faire plus tard. Et j'ai beaucoup d'étudiants qui sont jamais venus aux États-Unis et qui, quand je demande où est-ce que vous voulez aller, ils me disent NYU. Et je leur dis, bon, Lisa, j'espère qu'elle n'entend pas ça, mais bon. On les aime bien, NYU, y a pas de problème. Et voilà, et je dis aux étudiants, voilà, faut savoir comparer faut savoir comme ils disent, ils sont en campus sans walls, without walls, right? Vous serez dans la ville de New York. Est-ce que vraiment vous êtes une personne qui peut survivre comme ça dans une ville ou dans Est-ce un que vous campus êtes comme prêt ça? déjà à 18 ans pour ça, quoi. Voilà. Moi, bon, personnellement, je me rappelle, à 18 ans, j'ai quitté le Sénégal pour aller en France. Voilà, j'ai fait Clermont-Ferrand et Aurillac et c'était toujours aussi grand voilà, ce que je m'attendais. Et donc, faire le choix, en fait, de dire que voilà, je choisis un campus qui est assez moyen, avec 5000 étudiants, où j'aurai la relation avec mon professeur tous les jours, que d'aller à UCLA ou à NYU, où nous sommes 50 ou 80 000, et peut-être que le prof ne connaît pas mon nom, ou bien Mhm. est-ce que je suis prêt à 18 ans d'être lâché comme ça dans la nature et bon, après, voilà, quoi, c'est aussi un choix de l'étudiant, de la famille et tout. Mais Mhm. restez en contact avec les universités si vous avez la chance de visiter comme le font les Américains, faites le tour. Il y a des Américains qui viennent à North Carolina, ils font la visite de Wake Forest, après ils vont à Charlotte pour faire la visite de UNC, après ils vont à Raleigh pour faire la visite de Duke University. Et voilà quoi, faites des tours si possible si vous êtes aux États-Unis, mais restez en contact. Les universités mettront les prochaines dates de visite dans votre pays ou dans votre école. Ils mettront les prochaines dates de webinar, virtual information session, et aussi il y a toujours le contact de la personne côté admission dans l'université et commencez à envoyer des mails, commencez à suivre et ne vous fiez pas surtout à tout ce qui est Reddit ou bien les forums et tout ça parce que franchement, c'est des étudiants qui ont peur, des parents qui ont peur, ou bien des gens qui essaient de juste de vous mettre la Diriger dans faute. une direction ou Voilà, l'autre. Ouais. voilà quoi. Mhm. Faites votre recherche et voilà quoi. Mettez-vous en contact avec les professionnels Ouais, qui ouais. savent, qui Je pense que connaissent le milieu. c'est un excellent conseil. Et puis avoir ce lien, effectivement, c'est rassurant. Je suis sûr qu'après, vous pouvez les mettre en lien avec d'autres étudiants ou quand s'ils passent dans le coin, Voilà. justement, vous pourrez avoir un tour un peu plus personnalisé. Est-ce que tu dirais que vous utilisez ça aussi un peu comme du demonstrated interest, comme c'est aussi un levier pour vous de dire, bah, cet élève-là, il a montré un intérêt sur une certaine période, on voit qu'il est investi, il a sérieusement, évidemment, pour l'élève, c'est très positif parce que lui-même va apprendre à découvrir Wake Forest de manière précise et donc Ouais. son choix n'en sera que meilleur. Mais pour vous aussi, tu dirais que c'est un élément qui est pris en compte? Officiellement, on a Mm. arrêté de prendre en compte le demonstrated interest, Mhm. mais on a en fait l'information. On voit tout et Ouais. on le note aussi quand on évalue l'application. On voit tout dans notre système, dans notre database, que l'étudiant s'est connecté à tel jour, a Mhm. lu l'email à tel jour, à telle heure. L'étudiant a accédé à la plateforme C'est pour forcément regarder la positif. vidéo. Mm. Voilà, et donc c'est forcément positif quand on voit ça aussi, surtout sur une durée d'un an, de 2 ans, de 3 ans, de voir que constamment l'étudiant fait des recherches sur l'université. Ouais. Et en termes de dernière question au niveau des admissions, vous avez des early plans, donc vous avez une early decision 1, 2, vous avez des early action. C'est quoi vos options? On a une early decision one et une early decision two, Ok. et on a aussi une regular decision. On a aussi une early action, mais only for first generation students. Ok. So the early action is not binding and it's only for first generation. Donc, les Mhm. étudiants qui sont les premiers dans leur famille à aller C'est à ça. l'université, ouais, ils peuvent apply pour ça.
Et sinon, pour tout le monde, ça sera le ED, Early Decision 1, ED2 et Regular Decision. 1er novembre, votre ED1? November 1, yes. Ouais. Ok, good. Parfait. Moi, super. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour ensemble là, pendant quasiment 1 heure. Est-ce que il y a autre chose que tu aurais voulu rajouter, un autre conseil ou, avant qu'on s'arrête? Moi, je dirais aller dans les sites des universités et regarder tout ce qui est offert en termes de majors. La liste des majors peut être vraiment différente de ce qu'on a en France ou en Afrique ou autre part. C'est Mm. beaucoup plus focus sur de certains sujets et tout ça. Et donc, regarder ça et aussi l'opportunité côté carrière plus tard, côté internship, study abroad Mm. et tout ça. Et essayer de comprendre en fait tout ce qui est dans l'expérience universitaire américaine qui ne se limite pas juste au côté académique, mais qui Mm. a d'autres choses à faire aussi. Non, c'est sûr, Ouais. c'est incomparable, l'expérience américaine universitaire. Ouais. Great. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Mamo, pour ton temps. Et puis, je dis à bientôt. Et puis, je dis à tous nos auditeurs, à une prochaine fois pour un prochain podcast d'Anywhere Uni.